Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui influence subtilement mais profondément notre confiance en nous et notre estime de nous, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est cette tendance qu'on a tous et toutes à chercher des informations qui confirment ce qu'on pense déjà et à ignorer celles qui contredisent nos croyances. C'est particulièrement puissant parce que ce biais, il opère souvent de manière inconsciente. C'est pas un choix délibéré qu'on fait, c'est que notre cerveau a tendance à rechercher, à interpréter, à favoriser, à se rappeler des informations d'une manière qui confirme ou qui soutient nos croyances ou nos hypothèses préexistantes et en parallèle à accorder moins de poids, voire à ignorer ce qui va à l'encontre de ce que je pense, ce qui va contre mes croyances. Je vais vous donner des exemples. Alors, je précise quand même, dans cet épisode, on se concentre sur l'impact du biais de confirmation sur notre confiance en nous, mais c'est important de noter que ce phénomène s'observe dans une multitude de domaines, que ce soit la recherche scientifique ou la politique, le journalisme, dans le monde des affaires, mais aussi dans notre vie quotidienne. Il influence nos choix de consommation, nos relations, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'impact de ce biais de confirmation sur notre confiance en nous. Pourquoi, si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, ce biais vous facilite pas la tâche et au contraire vous maintient dans cette faible estime de vous, dans cette faible confiance en vous, et comment faire pour changer les choses. Alors, je vais vous donner des exemples concrets de ce biais de confirmation en action. Imaginez une promotion à laquelle je pense postuler. Sauf qu'au lieu de me concentrer sur mes compétences, sur mes réalisations, je vais passer des heures à lire les descriptions de postes en détail en cherchant le moindre critère, la moindre exigence que je remplis pas parfaitement. Et je me dis, voilà, je le savais, j'ai que 3 ans d'expérience en gestion d'équipe alors qu'ils en demandent 5. C'est la preuve que je suis pas prête, donc ça sert à rien de postuler parce que je vais me ridiculiser. Donc je vais me focaliser sur ces points précis et chercher des preuves qui confirment cette croyance que je suis pas prête, plutôt que rassembler des éléments qui montrent que je suis tout à fait qualifiée pour le poste. Donc là, c'est ce que je disais sur le fait qu'on va chercher des informations qui confirment ma croyance que je suis pas prête, que je suis pas à la hauteur. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Autre exemple, je reçois un email de mon supérieur qui me dit « Est-ce qu'on peut discuter de votre dernier projet dès que possible ?» Si ma confiance en moi est fragile, il y a de fortes chances que je me dise « Oh là là, j'ai dû faire une grosse erreur, il va sûrement me dire que mon travail n'est pas à la hauteur, et s'il me convoque pour me virer et j'aurais dû vérifier le rapport une fois de plus, et je commence à passer en revue tout ce qui aurait pu mal se passer, toutes les choses qu'il pourrait me reprocher, alors que, en fait, cette demande, ça pourrait tout aussi bien concerner une opportunité positive, il peut me proposer un nouveau projet chouette, ou il peut juste vouloir faire un point de suivi, ça peut être plein d'autres raisons, mais comme je manque de confiance en moi, je vais avoir tendance à interpréter, à cause de ce biais de confirmation qui fait qu'on va interpréter les situations pour que ça fit, entre guillemets, d'une manière qui renforce nos croyances existantes, et du coup, comme je manque de confiance en moi, comme j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire parfaitement, mon cerveau va tout de suite penser à ce type de scénario et du coup je vais ressentir du stress, de l'anxiété, etc. Autre exemple, je fais une rétrospective de mon année professionnelle et il y a sans doute eu des succès, il y a peut-être aussi eu des erreurs, il y a peut-être eu un délai manqué, un malentendu avec un ou une collègue, mais quand je fais cette rétrospective, quand je pense à mes performances, si je manque de confiance en moi, ce que je risque de retenir plus facilement, c'est les erreurs qui vont rester bien ancrées dans ma mémoire et qui peuvent éclipser toutes les réussites, toutes les choses que j'ai bien faites, tous les compliments que j'ai reçus, tous les projets menés à bien, toutes les deadlines respectées, peut-être même que j'ai eu une promotion, une augmentation. Mais ça, si j'ai des croyances, si je manque de confiance en moi, que j'ai cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez, mon cerveau risque de faire ce qu'on appelle du rappel sélectif. C'est-à-dire que je vais me souvenir plus vivement de ce qui confirme mes doutes plutôt que de ce qui souligne que je suis tout à fait à la hauteur, que je suis tout à fait compétente. Un dernier exemple pour vous montrer comment, avec le biais de confirmation, on a tendance à favoriser les informations qui collent à nos attentes et à nos croyances.
Imaginez que la dernière fois que j'ai pris la parole lors d'une réunion importante, j'ai exposé mes idées, la plupart des collègues ont hoché la tête en signe d'approbation, et pourtant mon attention s'est fixée sur ce collègue, cette personne au fond de la salle, qui avait l'air un peu distraite, qui avait l'air sceptique, qui regardait son téléphone, qui peut-être a froncé les sourcils, et donc je me suis dit oh là là, il doit penser que mon idée est stupide, que c'est ennuyeux ce que je propose, que c'est pas intéressant, j'aurais mieux fait de me taire. Donc je suis en train de me focaliser sur cet élément qui confirme mes doutes au détriment des autres signaux positifs que limite je ne vois même pas en fait. Si je prends du recul, peut-être que je pourrais me dire effectivement les autres avaient l'air d'être intéressés ou d'être plutôt d'accord. Mais ça, limite, en tout cas, mon cerveau l'occulte et va favoriser ce qui colle parfaitement à cette croyance que peut-être je traîne depuis des années, que peut-être je suis pas bonne en présentation, que je me débrouille moins bien que tel autre collègue, etc. Voilà comment le biais de confirmation peut se manifester. Et ce qui est super intéressant, je trouve en tout cas, c'est que le biais de confirmation et le manque de confiance en soi créent comme un cercle vicieux, s'auto-alimentent. Si déjà à la base je manque de confiance en moi, je doute de moi, je doute de mes capacités, le biais de confirmation m'incite à chercher des preuves, entre guillemets, qui confirment ces doutes. Et donc, inévitablement, je vais trouver des preuves, entre guillemets, parce que quand on cherche, on trouve. Ces preuves renforcent mon manque de confiance en moi initial, vont encore abonder ce sentiment que j'ai déjà à la base, et le cycle se répète encore et encore. Si je reprends mon exemple de juste avant, si j'ai cette croyance que je ne suis pas une bonne communicante, comme je vous disais, je vais aller chercher des signes chez les autres qui confirment cette croyance, je vais aller repérer un regard distrait dans l'audience, une question un peu pointue que je vais peut-être prendre comme un signe de défiance, je vais relever chaque micro-hésitation que j'ai dans mon discours, chaque fois que je me sens stressée, et à la fin, même si objectivement tout s'est bien passé, je vais retenir que ces détails négatifs et ça va renforcer ma croyance initiale et ma confiance en moi va en prendre un coup. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon ou assez bonne manager, vous risquez de surinterpréter les petits accros dans votre gestion d'équipe comme une preuve de votre incompétence et une preuve que vous n'êtes pas à votre place. Ou si vous croyez que vous n'êtes pas bon ou bonne en networking, vous pourriez interpréter chaque conversation qui se finit un petit peu vite lors d'un événement professionnel comme un échec parce que la personne ne s'intéresse pas à vous, que vous n'avez pas réussi à la captiver, etc. plutôt que comme une interaction normale. Si vous pensez que vous êtes mauvais ou mauvaise en gestion du stress, vous risquez de voir chaque moment d'anxiété comme une preuve supplémentaire de votre incapacité à gérer la pression. Alors peut-être que vous avez géré plein de situations stressantes, que vous les avez surmontées. Et le risque ici, c'est que vous allez peut-être commencer à éviter les situations stressantes parce que de toute façon, vous n'êtes pas bon ou bonne pour gérer votre stress et vous privez d'occasion de développer cette compétence, de constater vos progrès. C'est là aussi où le cercle vicieux il s'entretient. C'est non seulement par nos pensées, par notre interprétation des choses, mais aussi par nos comportements. Si vous pensez que vous n'êtes pas cultivé, vous allez peut-être surinterpréter chaque référence que vous ne comprenez pas comme une preuve de votre manque de culture. Et vous allez minimiser en parallèle vos connaissances que vous avez, c'est sûr, dans d'autres domaines, en les considérant comme pas assez intellectuelles, pas assez intéressantes, etc. Et comme vous allez vous sentir moins légitime dans les conversations, ça va peut-être vous pousser à moins y participer. Et donc là, le cercle vicieux s'enclenche. Idem, si vous vous croyez pas assez extraverti, vous allez vous comparer constamment aux collègues ou aux amis peut-être qui sont plus extravertis, qui sont plus à l'aise dans les conversations de groupe et encore moins oser intervenir dans ces situations-là, ce qui va encore renforcer votre perception d'être trop introverti ou pas à l'aise socialement. Si vous avez la croyance que vous ne finissez jamais rien, vous pourriez vous focaliser sur quelques projets que vous n'avez pas terminés, ou plein de petits projets, mais en tout cas sur ceux que vous n'avez pas terminés, et ignorer toutes les tâches, toutes les responsabilités que vous accomplissez quotidiennement. Et le fait de se focus là-dessus fait que vous allez être découragé d'entreprendre de nouveaux projets, et que ça va perpétuer aussi ce cycle-là. Idem si vous manquez, en tout cas si vous avez la croyance de manquer de discipline, chaque petit écart à votre routine, à ce que vous aimeriez suivre comme planning, on va dire, ça va être une preuve de votre manque de volonté, de votre manque de discipline et vous allez complètement oublier
toutes les fois où vous avez respecté votre programme parce que vous avez abandonné au bout de 5 jours, donc les 5 jours précédents, limite, ça compte pas. Et le truc, c'est que ça vous décourage, et donc ça devient encore plus difficile de maintenir une routine, ce qui va confirmer votre croyance initiale. Et là, on parle de l'impact de ce biais de confirmation sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, mais c'est important aussi d'en parler, ça a un impact sur nos relations. Dans le pro, par exemple, si vous avez une petite voix qui vous dit «Je ne suis pas appréciée par mes collègues», qu'est-ce qui va se passer? Inconsciemment, vous allez chercher des preuves qui confirment cette croyance. Un collègue qui vous salue pas en passant dans le couloir et vous allez vous dire «Bah voilà, j'avais raison» et même pas. Alors qu'en réalité, il est peut-être juste perdu dans ses pensées. Ou des comportements peut-être qui sont neutres ou positifs de vos collègues. Par exemple, une remarque qui est faite sur votre travail, vous allez la prendre comme une critique. Vous allez vous mettre sur la défensive. Et cette perception qui est biaisée, elle peut vous pousser à vous isoler encore davantage, à moins participer aux conversations, à pas participer aux événements d'équipe. Et résultat, ça peut conduire effectivement vos collègues à moins interagir avec vous, ce qui va renforcer votre croyance initiale. Là, c'est vraiment le parfait exemple d'une prophétie autoréalisatrice. De même, si j'ai un nouveau chef qui arrive au bureau et avant même de le rencontrer, j'entends des personnes qui disent qu'il est très strict, qu'il n'est pas très sympa. Donc je vais déjà avoir ce préjugé, cette croyance-là. Et dès le premier jour où il arrive, je vais être un petit peu sur mes gardes. Peut-être qu'il va passer devant le bureau sans sourire et je vais me dire, bah voilà, j'en étais sûre, il est froid, il est distant, alors que peut-être il est concentré ou qu'il est un peu préoccupé par sa nouvelle fonction. Et puis lors de la première réunion d'équipe, il insiste sur l'importance de respecter les délais et au lieu de voir ça comme un signe de professionnalisme, bah, je vais me dire oh là là, c'est la preuve qu'il est rigide, etc. Et puis peut-être que plus tard, je vais remarquer qu'il plaisante avec certains collègues, qu'il échange avec eux et au lieu de me dire bah en fait, il a l'air sympa ce nouveau chef, bah, je me dis qu'il est en train de faire du favoritisme et je vais trouver finalement des raisons plutôt que de remettre en question ma perception initiale. Et ce cercle vicieux peut continuer et chaque interaction que je vais avoir avec lui va être comme filtrée à travers le prisme de cette croyance initiale, ce qui va faire que c'est encore plus difficile de construire une relation de travail qui est positive avec ce nouveau chef. Ouais, là je parle beaucoup de travail, mais ça marche aussi dans les relations personnelles. Si dans une relation amoureuse, vous êtes convaincu au fond de ne pas être assez bien pour votre partenaire, de ne pas être à la hauteur, il y a des chances que vous voyez des signes de désintérêt de sa part, là où il n'y en a pas forcément. Et ça peut créer des tensions inutiles. Et c'est ça qui est vicieux, c'est que, ironiquement, ça peut mettre la relation en danger. Mais pas parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, mais parce que on interprète les choses de manière biaisée et que, bien sûr, la manière dont je perçois les choses influence aussi la manière dont je me sens et ça influence aussi comment je me comporte. Donc, c'est pas neutre. Idem si j'ai la croyance d'être l'ami de secours dans le groupe, s'il y a une sortie qui s'organise sans moi, au lieu de penser que ils ont peut-être oublié ou que c'est un malentendu, je vais voir la preuve que je suis pas vraiment appréciée. Et cette interprétation, encore une fois, ça veut pas dire que je suis peut-être pas vraiment l'ami de secours, mais c'est juste que quand à la base il y a déjà un manque de confiance en soi et d'estime de soi, on a plus tendance à aller vers ce type d'interprétation et on est moins ouvert à toute la palette d'interprétations qu'il pourrait y avoir. Et le souci ici, c'est que au lieu peut-être de dire les choses, je vais rien dire parce que je manque de confiance en moi, mais je vais moins m'investir dans ce groupe où je vais décliner de futures invitations et c'est ce qui va peut-être créer une distance qui n'existait pas initialement. Ou peut-être qu'elle existait en fait, mais j'aurais pu en parler, j'aurais pu dire les choses, mais là je me base juste sur mon interprétation qui est peut-être vraie mais qui n'est peut-être pas vraie et j'agis en fonction, donc ça a des conséquences concrètes. Si ces exemples vous parlent, sachez que c'est la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Soit c'est des exemples que j'ai moi-même vécus, soit c'est des exemples que traversent les personnes que j'accompagne. Donc voilà, vous n'êtes pas seul à être dans ce cercle vicieux où le biais de confirmation va encore solidifier nos croyances qui vont se renforcer au fil du temps. Et ce biais, il est tellement puissant parce que, je vous le disais un petit peu avant, il opère de manière inconsciente, il influence nos processus de pensée et de prise de décision sans qu'on s'en rende compte.
Entre une situation et ce que vous en dites, il y a votre cerveau qui filtre et qui vous en donne une interprétation. Donc vous n'êtes pas en train de, c'est pas de la mauvaise foi quand on a ce biais de confirmation. Non, c'est pas vous êtes en train de vous dire j'ignore certaines choses et je me focus sur d'autres. Alors parfois c'est des choses que l'on peut faire consciemment, mais là dans tout ce que je vous partage, ça se fait inconsciemment. Ça veut pas dire qu'on peut pas changer les choses, mais le mécanisme initial, les pensées automatiques, vous ne les contrôlez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Où est-ce qu'on peut agir? Je vous ai dit qu'on pouvait changer les choses, mais je voulais bien sûr pas dire que on peut ne plus avoir ce biais cognitif parce que on ne peut pas se débarrasser de nos biais cognitifs. Ils sont là d'ailleurs pour une raison, ça j'en parlais un petit peu dans d'autres épisodes, mais on ne peut pas se débarrasser de nos biais cognitifs. Par contre, on peut apprendre à prendre de la distance avec nos interprétations, nos pensées, etc. Donc la première chose à faire, c'est prendre conscience de nos pensées automatiques, prendre conscience des croyances limitantes que l'on a, pour ensuite commencer à les remettre en question. Les pensées automatiques, ce sont ces petites phrases qui popent dans notre tête, c'est cette petite voix qui est parfois négative ou pessimiste ou qui va douter ou juger. Par exemple, je vais me planter pendant cette présentation ou ils vont se rendre compte que je suis pas à ma place ici. Les autres sont bien plus qualifiés que moi pour ce poste. Ou si je pose cette question, ils vont penser que je suis incompétente. Ou si je fais une erreur, je vais perdre mon emploi. Ou je suis pas assez organisée, ou je suis une mauvaise mère. Ou si je demande de l'aide, on va penser que je suis pas capable, etc. etc. Donc c'est des pensées qui apparaissent dans notre tête, qu'on a tendance à accepter comme des vérités. C'est-à-dire on ne les remet pas en question, même si ces pensées sont parfois irrationnelles, qu'elles sont parfois injustifiées. Et c'est ça qui est problématique en fait, c'est de ne pas les remettre en question. Et ces pensées, alors qu'en parallèle on remet en question plein de choses, on doute de plein de choses, mais ces pensées-là on n'en doute pas. C'est ça qui est paradoxal. Donc ces pensées, elles sont souvent répétitives, elles sont automatiques encore une fois. Par contre, elles sapent notre confiance en nous si on les laisse prendre le dessus. Les croyances limitantes, quant à elles, ce sont des convictions vraiment profondes qu'on a sur nous-mêmes, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qui est possible pour nous, ou ça peut être des croyances sur les autres, sur le travail, sur l'argent, sur les relations. Ça peut être je peux pas voyager seule parce que c'est trop dangereux pour une femme, ou je vais jamais trouver un job que j'aime, ou je ne suis pas assez créative pour avoir un hobby artistique, ou changer de boulot dans le contexte actuel c'est trop risqué, ou je suis pas douée pour apprendre des langues. Ces croyances, elles agissent comme des filtres qui nous font interpréter les situations d'une manière, comme on l'a vu avec le biais de confirmation, qui confirme ce qu'on pense déjà, ce qu'on croit déjà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est observer sans jugement, et le sans jugement il est important. C'est le but, c'est pas de se juger, d'avoir des croyances, d'avoir des pensées négatives, c'est normal. Et la première étape, c'est d'en prendre conscience. Donc parfois, on peut se rendre compte de tout ce qu'il y a sous le tapis, mais c'est ok. Donc vraiment, je répète, sans jugement, observez, prêtez attention à vos pensées automatiques. N'hésitez pas à les noter aussi. Et demandez-vous si ces croyances, mais faites une par une aussi, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. En tout cas, si cette croyance, elle reflète une réalité objective, ou si c'est plutôt une interprétation, voire une interprétation biaisée. Par exemple, est-ce que je vais vraiment échouer ou est-ce que je généralise à partir d'une peur? La prise de conscience, ça va vraiment être l'étape la plus importante pour changer. Et ensuite, vous allez pouvoir remettre en question ces croyances. Est-ce que donc c'est une croyance qui est fondée sur des faits ou est-ce que c'est mon biais de confirmation qui parle? L'idée à ce stade, c'est d'élargir un petit peu votre perspective, de vous ouvrir à d'autres possibilités, parce que souvent quand on a des croyances, quand on a des pensées, je vous le disais, on les prend pour vraies. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir peut-être la porte à d'autres manières de voir les choses. Deuxième étape, ça va être de briser le cercle vicieux. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de chercher activement des preuves contraires à ce que vous pensez. Cherchez activement des informations qui contredisent vos croyances négatives. Si vous êtes convaincu de ne pas être assez résiliente ou résilient face au stress, faites l'effort conscient de chercher des situations qui prouvent le contraire. Et il y en aura forcément, c'est sûr. Il y aura forcément des situations
où vous avez réussi à gérer malgré le stress, où vous avez maintenu votre calme, ou en tout cas, parfois on se sent très stressé à l'intérieur et puis ça se voit pas tant dehors, donc il faut aussi prendre ça en compte. Parfois vous étiez stressé et malgré tout, la réunion s'est bien passée, ou vous avez réussi à surmonter un défi dans votre vie personnelle. Bref, essayez de collecter des preuves contraires qui vont vous aider à reformer une perception plus équilibrée de vous-même et de la situation. Troisième clé, ça va être d'utiliser le biais de confirmation à votre avantage. Si le biais de confirmation peut nous piéger en renforçant des croyances négatives, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi l'entraîner à rechercher des preuves qui renforcent des croyances positives sur nous-mêmes. Donc concrètement, vous pouvez reprendre la croyance d'avant, pour laquelle vous avez cherché des preuves contraires, donc ça vous a déjà un petit peu ouvert cette perspective, et puis vous pouvez essayer de formuler une croyance positive à partir de ça, donc par exemple que vous êtes résilient ou résiliente face aux défis, que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Donc attention, là l'idée c'est pas d'en faire une affirmation positive, vous savez ce que j'en pense, mais c'est d'aller chercher des preuves qui confirment. Et je vous le disais, quand on cherche, on trouve. Mais il va falloir aller chercher activement des preuves qui confirment cette croyance. Et vous allez voir qu'en concentrant votre attention là-dessus, vous allez percevoir plein de trucs qui peut-être passent à la trappe. Une situation que vous n'avez pas si mal gérée, un compliment que vous avez reçu. Essayez de consigner tout ça. L'idée ici, encore une fois, c'est de rechercher consciemment des preuves de vos qualités, de vos succès, des petites choses que vous faites bien. Et à force de le faire, à force d'activement mettre votre attention sur ces choses-là, vous allez commencer déjà à les voir, c'est déjà pas mal, et à confirmer qu'il y a aussi des croyances positives sur vous-même. Alors attention, l'objectif ici, c'est pas de devenir aveugle à vos points d'amélioration, c'est pas de plus voir vos défauts, mais c'est de développer une vision équilibrée de vous-même en contrebalançant la tendance que l'on a naturellement à se focaliser sur le négatif. L'objectif, c'est d'avoir une confiance en soi réaliste qui reconnaît à la fois vos forces et vos faiblesses et qui vous permettent d'évoluer tout en restant bienveillante ou bienveillant envers vous-même. C'est ça qui est important. Pour finir, je veux vraiment vous rappeler que tout ça, c'est un processus qui demande du temps, qui demande de la pratique et donc qui demande de la patience, de la répétition. Donc soyez patient ou patiente dans tout ça, essayez de pratiquer, de persévérer, d'être bienveillant, bienveillante envers vous-même dans ce processus et vous allez pouvoir voir au fur et à mesure des changements et vous allez pouvoir construire une image de vous qui est plus équilibrée et au fur et à mesure gagner confiance en vous. Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, être soutenu, avoir des conseils personnalisés, des outils personnalisés pour construire une confiance en vous et une estime de vous durable, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au site internet stephbluelips.com/coaching pour voir les accompagnements que je propose. Je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode qui, j'espère, vous aura aidé. En tout cas, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne et que je vois vraiment au quotidien avec les personnes que j'accompagne, donc ça méritait bien un épisode pour vous partager ça. En tout cas, moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt. Ciao!